France Travail s'est fait pirater et on va voir ce qu'il s'est passé. Il y a eu une fuite massive de données personnelles après une cyberattaque contre France Travail. Donc France Travail, pour ceux qui ne le savent pas, c'était Pôle emploi. Pôle emploi a changé de charte graphique, de logo, de nom, et donc c'est devenu France Travail. Donc on va lire l'article de Siècle Digital qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, et après on analysera tout ça, savoir quels peut être les dangers. Donc 43 millions de Français sont potentiellement concernés par cette cyberattaque. Et donc on nous informe d'une fuite de données. France Travail a annoncé ce mercredi avoir été victime d'une cyberattaque de grande ampleur. L'ancien Pôle emploi précise qu'il existe un risque de divulgation de données personnelles, les cyberassaillants ayant eu accès à de nombreuses informations. France Travail subit le même sort que Viamedis et Almeris. Donc je sais pas ce que c'est, s'il y en a qui savent ce que c'est Viamedis et Almeris, n'hésitez pas à me le dire. Des hackers sont parvenus à s'infiltrer jusqu'à la base de données de France Travail. Selon l'opérateur public, les données personnelles d'identification exposées sont les suivantes. Nom et prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, identifiant France Travail, adresse mail et postale et numéro de téléphone. Ah, ça rigole pas. Ils ont tout pris. L'établissement chargé de l'emploi a insisté sur le fait que les mots de passe et les coordonnées bancaires ne sont pas concernés par cet acte de cybermalveillance et qu'il n'existe donc aucun risque sur l'indemnisation. Ben, j'ai envie de dire tant mieux. C'est le minimum. Non mais c'est... ouais. Bon, ça peut arriver à tout le monde, hein, mais c'est vrai que... là, il y a quand même les numéros de téléphone et les emails. On va encore se faire spammer, les amis, je vous le dis. En tout, ce seraient les données personnelles de 43 millions de personnes qui auraient été potentiellement exfiltrées. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, alertée par France Travail, précise que ce nombre est à confirmer. Les personnes touchées seraient celles actuellement inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ou qui l'ont été au cours des 20 dernières années. Peut-être celles possédant un espace candidat sur le site francetravail.fr. Selon cybermalveillance.gouv.fr, l'attaque se serait déroulée entre le 6 février et le 5 mars. L'identité de plusieurs conseillers Cap Emploi, la branche de France Travail spécialisée dans la recherche d'emploi pour les personnes handicapées, aurait été usurpée. L'opérateur public a remarqué des requêtes suspectes avant de comprendre qu'il était victime d'une cyberattaque. La CNIL précise que France Travail informera dans les jours à venir l'ensemble des personnes susceptibles d'avoir été touchées par cette fuite de données. La commission invite tous les demandeurs d'emploi et personnes inscrites sur la plateforme France Travail à redoubler de vigilance vis-à-vis des messages reçus par mail ou par SMS. De la même manière, elle recommande de ne pas communiquer ces informations personnelles par message ou au téléphone, de ne pas ouvrir de liens ni de pièces jointes et de vérifier ses comptes régulièrement. Le gendarme français des données personnelles mène actuellement des investigations pour savoir si les mesures de sécurité mises en place préalablement à l'incident et en réaction à celui-ci étaient appropriées au regard des obligations du RGPD. Ce n'est pas la première fois en 2024 qu'autant de Français vont être touchés par ces fuites massives de données. En février, Almeris et Viamedis, deux opérateurs français spécialisés dans la gestion du tiers payant pour les mutuelles, avaient été victimes d'attaques informatiques. Selon la CNIL, 33 millions de personnes auraient été concernées par ces piratages. C'est compliqué quand même. Ça va être de pire en pire, hein. Les outils s'améliorent, certains ajoutent de l'IA aux outils de hacking et autres, ça va être compliqué. Que les mots de passe et les coordonnées bancaires n'aient pas fuité, j'ai envie de dire tant mieux, ça veut dire que c'est un minimum sécurisé derrière. Les mots de passe sont chiffrés, que les coordonnées bancaires ne sont pas stockées, que ça ne sont pas accessibles, donc j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est vrai que les piratages vont se multiplier, c'est déjà beaucoup le cas, hein. C'est un sujet aujourd'hui d'actualité, il y a des formations en cybersécurité qui ouvrent un peu partout, il y a les collectivités qui commencent à sensibiliser les entreprises, même petites, à ce genre de choses. Bon, là c'est un vol de données, mais vous pouvez aussi vous faire bloquer des données. Le vol peut aussi, il peut y avoir des systèmes de rançon où on vous menace d'aller divulguer les données de votre entreprise ou de votre structure, ou même des données personnelles à côté. Et là,
ouais, il y a des tonnes de choses possibles. Et là, ça arrive à France Travail, donc effectivement, ça concerne beaucoup de monde. Ça, on sait pas, hein, peut-être que... En fait, là, ils disent que ça concerne les demandeurs d'emploi actuels, mais ils doivent aussi avoir les données des anciens demandeurs d'emploi. Donc, et donc là, forcément, peut-être que ça peut concerner, en fait, encore plus de monde. C'est à confirmer ce nombre. Donc, soit c'est à confirmer dans le sens où il y en a moins, soit c'est à confirmer dans le sens où il y en a beaucoup plus, en fait. Donc il va falloir faire attention. Thierry qui nous dit il faut faire des cours à l'ANSSI. Ouais. Peut-être, je sais pas. Mais effectivement, l'ANSSI qui est d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, l'organisme qui est censé protéger les entreprises. Alors, pour la petite anecdote, je suis allé la semaine dernière au rendez-vous, l'atelier du jeudi de la CUA, donc la communauté urbaine d'Alençon, qui organisait un événement cybersécurité, et il y avait des témoignages de spécialistes de la question qui en fait disaient que l'ANSSI s'occupait principalement des gros comptes, en fait, des boîtes qui avaient vraiment des gros enjeux, et en fait ils étaient vraiment spécialistes là-dedans, et qu'en fait derrière ils avaient des difficultés d'échelle, de s'adapter à l'échelle des TPE, PME, et donc quand on leur a demandé de gérer la sécurité, d'aller sensibiliser à la cybersécurité, de soutenir les TPE, PME à la cybersécurité, parce que ça devient des cibles, c'était assez compliqué, parce qu'effectivement ils passaient d'une centaine d'entreprises à surveiller, à soutenir, à des milliers, donc c'était compliqué. Donc il y a des antennes régionales qui ont été ouvertes. En Normandie, c'est Normandie Cyber, et donc là pour le coup c'est des guichets où vous pouvez les appeler, etc., et avoir des renseignements. Donc voilà, si vous êtes une entreprise en Normandie, c'est Normandie Cyber. En Sarthe, je ne sais pas, mais voilà, il y a des choses, ou en Pays de la Loire, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des choses au niveau régional sur la cybersécurité pour les entreprises qui doivent être faites, et c'est soutenu aussi par l'ANSSI, mais voilà, il y a ce genre de choses. Donc n'hésitez pas là-dessus à aller vous renseigner si vous avez des difficultés ou si vous faites pirater. Et sinon, c'est vrai que pensez à tout ça. Première chose à faire, hein, si vous faites pirater, vous, en tant qu'entreprise, vos données, etc., c'est de sauvegarder vos données déjà. C'est au moins, si vous faites pirater, vous pouvez récupérer vos données sans trop de difficultés, et tant pis, si jamais on vous demande une rançon ou autre, au moins vous êtes tranquille. Après, sur le piratage, là, en peu de temps, c'est compliqué de vous donner des conseils, mais parce que ça peut venir de partout, hein. Aujourd'hui, le piratage, alors ça peut venir, comme ils le disent là, très bien, simplement de mails, ça peut venir de SMS, ça peut venir d'appels téléphoniques où on se fait passer pour quelqu'un pour récupérer vos coordonnées, ça peut venir d'un courrier. Il y a des entreprises qui reçoivent des courriers où on leur demande de signer ou de payer une facture ou quelque chose, et puis en fait on paye, et puis en fait c'était pas du tout la bonne entreprise, c'est pas le bon RIB, ce genre de choses. On peut imaginer un peu tout et n'importe quoi. Vous trouvez une clé USB par terre, surtout ne la mettez pas dans votre machine. Ou essayez de faire en sorte que ce soit sécurisé, une machine qui craint rien ou autre, avant, pour la tester. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Votre site internet WordPress, si vous savez pas faire, c'est un gruyère. Très clairement, c'est un gruyère, donc faites attention à ça. Vous avez un NAS chez vous, vous faites le NAS, il est ouvert, vous l'avez ouvert pour avoir le cloud en accès avec votre smartphone et autres, il est connecté à internet. Faille de sécurité dans le NAS, elle n'a pas été corrigée par le constructeur, ou vous n'avez pas fait votre mise à jour, bim, piraté, ransomware, vous n'avez plus de données. C'est arrivé à Maxime, mon associé chez Sofa VOD. Lui, il a toutes ses vidéos de ça, il est photographe, vidéaste, il a eu des soucis là-dessus. Faites attention à ça. Ça nous est arrivé aussi chez Sofa, hein, sur des choses tout bêtes, un compte qui a été piraté, activer la double authentification, hein, se faire pirater. Bon, nous ça va, hein, on n'a pas perdu, on s'en est remis, on s'est organisé, il n'y avait pas de soucis
pas de souci, on s'en est remis, ça concernait pas du tout les données de nos utilisateurs, c'était plus des images, des choses comme ça qui avaient été supprimées et qu'on a récupérées, mais voilà. En fait, le principe en cybersécurité, c'est de sécuriser un maximum, de rajouter des étapes et de la difficulté un maximum à l'attaquant. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ont envie de passer, ils y arriveront... un jour, ils y arriveront, ils trouveront un truc, ils vont insister, et voilà, s'ils ont vraiment envie. Mais au moins, ne leur facilitez pas la tâche, il faut éliminer au maximum les risques. Ouais, alors... Siècle Digital a fait un article qui est plutôt neutre, ce qui est très bien pour moi. Là, vous avez des articles, par exemple, le Telegram, là, qui joue sur... qui a l'air d'être à charge dans le titre, en tout cas, ou en tout cas qui va jouer sur le fait que les gens vont juste lire le titre et se dire que France Travail est une passoire, peut-être, mais peut-être pas. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont... déjà, le fait qu'ils aient détecté l'attaque montre qu'ils ont quand même travaillé sur tout ça. Mais en fait, il y a tellement d'attaques partout que, oui, enfin, ça peut arriver aujourd'hui à n'importe qui. Il y a aussi Numérama ici qui nous dit « Fuite sur France Travail, ce que cache la conservation de vos données sur 20 ans, une durée qui a choqué. » Bah effectivement, 20 ans, c'est beaucoup. Quand là, je viens de voir passer l'article, et c'est vrai que... Parmi les questions qui se posent autour de la fuite ayant frappé France Travail figure celle de la durée de conservation des données personnelles. Celle-ci peut s'étendre jusqu'à 20 ans, ce qui est tout à fait inhabituel. Ce constat a provoqué une incompréhension et un mécontentement, mais les explications peuvent être avancées. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Y a les demandeurs d'emploi qui sont toujours dans les données, qui sont toujours dans les bases de données, donc ça fait beaucoup, quoi. C'est une infraction aux données personnelles à l'ampleur rarement égalée, en tout cas en France, reconnaissait France Travail, le 13 mars 2024, France Travail reconnaissait avoir été victime d'une grave compromission manifestement à la suite d'une cyberattaque informatique. Un incident qui n'est pas le premier pour la plateforme. Grave, elle l'est en raison du nombre de personnes potentiellement touchées, 43 millions selon les estimations données par France Travail. C'est aussi vaste que 2/3 de la population française. Oh, bah ça, ok. La fuite concernerait des personnes actuellement inscrites, des personnes précédemment inscrites au cours des 20 dernières années, ainsi que des personnes non inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Il y a même des personnes qui ne sont pas inscrites, donc... Ouais, c'est large. C'est donc potentiellement les données personnelles de 43 millions de personnes qui ont été exfiltrées. Une durée de conservation sur 20 ans qui est soutenue par des finalités légitimes. Ouais, ça m'étonne pas, c'est des données légales, je pense qu'ils en ont besoin à titre statistique, etc. Très vite, cette durée de rétention des informations a été mise en accusation avec le règlement général de la protection des données, brandi au fil des argumentaires. N'est-ce pas une durée qui excède les règles des droits en matière de minimisation ? La CNIL, qui enquête désormais, ne devrait-elle pas prononcer une sanction ? Dans les faits, les choses apparaissent moins définitives, d'abord parce que cette durée n'est pas tout à fait une surprise, elle figure dans le document détaillant la politique et le cadre de France Travail en matière de protection des données personnelles, même si c'est typiquement le genre de lien que personne ne lit. Oui, mais c'est dedans quand même. Cette durée pouvant atteindre 2 décennies est mentionnée. Pour les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, les espaces personnels et les données sont conservés pendant une durée maximale de 20 ans après la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. France Travail renvoie à son tour au droit en citant le Code du travail. Il y a une première finalité qui rend légitime une conservation sur 20 ans, celle de donner la possibilité aux Françaises et aux Français de reconstituer leur carrière à travers le temps. C'est vrai. Pour faire valoir leurs droits. Autrement dit, pour reconstituer le parcours professionnel d'un tiers, il faut pouvoir garder différents éléments sur une longue période. Cet objectif a été confirmé par la plateforme à TF1 le 14 mars. Cela offre l'opportunité aux personnes voulant faire valoir leurs droits à la retraite de récupérer, par exemple, les éléments liés à la période de chômage, que les personnes n'auraient pas nécessairement conservés. France Travail est régulièrement sollicité pour ces cas-là. D'autres raisons plaident en faveur d'une durée de conservation longue, c'est ce que développe Alexandre Archambault, avocat spécialiste des sujets liés au droit dans l'espace numérique. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, des durées tout aussi étendues sont mentionnées. Ok. On le voit avec le Code du travail, où l'action
un remboursement d'allocation d'assurance peut grimper à 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration. On le voit également avec le Code civil, qui prévoit une fenêtre d'action large de 20 ans, signale l'avocat, et cela donne lieu occasionnellement à des décisions de justice. D'accord, donc aussi pour la fraude. Un problème de sécurisation plus que de durée, le choc provoqué par l'ampleur de l'incident qui affecte France Travail est susceptible toutefois de faire rater un élément clé. Plus que la durée de conservation des données, ce sont les conditions de cette rétention qui sont à interroger, en particulier la manière dont les accès de France Travail sont sécurisés et compartimentés. C'est ce que notait un ancien conseiller de Pôle emploi sur X, ex-Twitter, évoquant une expérience passée. Si quelqu'un avait pris connaissance de mes identifiants de connexion à l'intranet de Pôle emploi, il aurait pu aussi, de son canapé, voler toutes les données personnelles de 43 millions de Français. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le mec, je vois l'image du mec dans son canapé, il est là, il pirate, il récupère, il est connecté, et en un clic, il clique sur le bouton exporter, pouf, et il récupère 43 millions de données dans un fichier Excel bien rangé. Ok, tranquillou, pépère. Vive Pôle emploi, vive France Travail. Par contre, pour récupérer les données, quand on les appelle au téléphone, on a toujours du mal, nous. Ils nous connaissent pas. Je suis désolé s'il y a des gens qui travaillent à France Travail, mais moi, à chaque fois, j'ai des problèmes. Et... Bonjour, Maxime. C'est vraiment... Vraiment, cette image m'a fait rire. Si quelqu'un avait pris connaissance de mes identifiants de connexion à l'intranet de Pôle emploi, il aurait pu aussi, de son canapé, voler toutes les données personnelles de 43 millions de Français. Je sais pas, au moins réglementer ça par région, par département, et puis après il y a des exceptions, mais là... C'est Jackie, dans son canapé, il s'est connecté, et il a cliqué sur exporter. Et ça veut aussi dire qu'en interne, vous êtes conseiller Pôle emploi, vous avez envie de vous faire de l'argent, vous cliquez sur exporter, vous récupérez les données, vous les revendez, quoi. C'est... aberrant. Il apparaît que le mode opératoire a été une simple usurpation d'identité et de conseil de Cap Emploi, l'organisme en charge de la recherche d'emploi des personnes handicapées, rappelez Le Monde. Pas de cyberattaque de pointe, donc, mais une action qui a probablement mobilisé des techniques classiques d'ingénierie sociale et de phishing. C'est peut-être ici que réside vraiment le cœur du problème, au-delà de la durée de conservation. C'est véritablement la sécurisation des données qui semble gravement être en tort ici, avec un cloisonnement insuffisant ou bien absent pour éviter par exemple, une consultation trop large des données ou bien des opérations massives dessus. C'est vrai que c'est intéressant quand même si ça nous fait rire, on rigole, etc. C'est Jackie dans son canapé, mais en fait, oui, il y a un enjeu pour ces entreprises qui récupèrent beaucoup de données, de cloisonnement de l'info. Si n'importe qui peut télécharger toutes les données n'importe quand, les exporter, les exfiltrer et autres, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais après, j'imagine que dans l'organisation, ils ont aussi des enjeux d'efficacité et autres, mais vraiment... si vraiment c'est Jackie dans son canapé qui peut télécharger les données... de tous en plus, hein, même les historiques, déjà, les personnes qui ne sont plus à Pôle emploi, les données devraient être mise ailleurs et gardée à l'extérieur. J'espère que c'est le cas, quoi. Parce que là, peut-être que si la personne qui a été interviewée exagère pour les caméras, mais vraiment, c'est au moins les anciennes données, les données des gens qui sont pas référencés à Pôle emploi, on les cloisonne, on les met à l'écart et il n'y a pas d'accès même pour les conseillers, sauf demande exceptionnelle. Déjà première chose. Mais ouais, c'est compliqué.